Observation du croissant lunaire après la controverse autour de l'apparition du croissant lunaire à la veille de la Korité. Selon Mourchid Yantiam, un membre de la commission est à l'origine du malentendu. À suivre les détails dans ce journal. Le démarrage effectif du baccalauréat sur l'ensemble du territoire national ce mardi. La première journée s'est déroulée sans couac majeur dans les centres d'examen. Le Sénégal, pas encore certain d'organiser l'Afro-Basket masculin en 2017. Le ministre a pris possession du dossier des mains de la Fédération sénégalaise de basketball. Donc la balle est désormais dans le camp du chef du gouvernement. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La controverse autour de l'apparition de la Lune à la veille de l'Aïd el-Fitr. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire apporte des éclairages. Selon M. Mourchid Yantiam, un membre de la structure, est à l'origine du malentendu. Mansour Samb, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aurait dit dans certains médias que la Lune est apparue dans certaines localités sans en informer la Commission. Ils étaient face à la presse ce matin, compte rendu signé à Fatima Ba et Abdoulaye Diallo. Après la célébration de 2 Korités au Sénégal, l'heure était la clarification pour la commission d'observation du croissant lunaire. Un membre de la structure serait à l'origine de la controverse autour de l'apparition de la Lune. Que ce Mansour Samb, effectivement, il a assisté à la réunion de la commission, du début à la fin. Mais personne à sa présence n'a téléphoné à la commission pour dire que le croissant lunaire a été aperçu à tel endroit. Jamais. Ce n'est qu'après, le dimanche, qu'on a appris que Mansour Samb à la radio, qu'on a appris que Mansour Samb a exprimé à la radio et à la télévision que le croissant lunaire a été aperçu et que lui, en tant que membre de la commission, il a demandé à ses co-religions de fêter la Korité le jour de dimanche. Pour le docteur Gueye, chercheur, une chose est sûre, il était impossible de voir la Lune le samedi 24. Ce, pour 3 raisons. J'ai dit qu'il y a 3 conditions essentielles. Si l'observateur ne les considère pas, il n'y a aucune possibilité de voir la Lune. Le premier critère, c'est que entre le temps de la conjonction, qui a eu lieu à 2h31 le matin, le 24, et le coucher du soleil, au moment où l'observateur se met à scruter, il faut qu'il y ait 14h35 minutes. Le deuxième critère, ça a rapport avec, entre les 2 luminaires. Le soleil doit se coucher et la Lune après. Et là, il faut une différence de 22 minutes entre le coucher du soleil et celui de la Lune. Le troisième critère qui est l'élongation. Je vous ai montré une image tout à l'heure. Moi, l'angle entre le coucher du soleil et la position où se trouve la Lune. Mourchid Yantiam se veut clair, il n'est pas question de se faire manipuler par des personnes mal intentionnées. Avant, les gens jouaient avec l'islam, nous aussi nous jouons avec l'islam, parce que plusieurs fois, nous prenons nos téléphones, appeler un chef religieux pour lui dire que nous avons aperçu le croissant lunaire à terre. Même si nous sommes à Dakar, nous lui disons que nous sommes à Tambacounda, nous avons aperçu le croissant lunaire. Et ce n'était pas vrai. La Commission nationale d'observation du croissant lunaire appelle les Sénégalais à plus de responsabilités. Elle espère une fête à l'unanimité la prochaine fois. Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce mardi sur toute l'étendue du territoire national au lycée Blaise Diagne. Les jurys au nombre de 3. Il s'agit des séries L2, S2 et Arabe. Aucun couac noté dans l'organisation. Nos reporters Fatou Bintou Conté et Modou Diop y ont effectué un tour. C'est ce mardi qu'a débuté l'examen du baccalauréat général. Au lycée Blaise Diagne, 3 jurys ont composé. Il s'agit de la série S2, L2 et Arabe. Pour la série L2, les candidats se sont planchés dès les premières heures sur les épreuves d'anglais et d'espagnol. 10h30 anglais, et ensuite l'après-midi 14h30, 18h30 histoire et géo. Pour la série S2, la physique a ouvert le bal.
Ils ont démarré avec l'épreuve de sciences physiques. L'après-midi, ils vont faire histoire-géographie. Les candidats ont répondu présents, sauf quelques absents qui ont été notés. Nous avons eu 16 salles, donc 15 de 25 et une salle de 23. J'ai au total 398 inscrits. Mais il y a eu 26 absents, dont 14 filles et 12 garçons. Donc de ce fait, nous avons 372 présents. Il y a un total de 77 candidats. Sur les 77 candidats, il y a, pour le nombre de garçons, il y a 50 garçons. Ensuite, 27 filles. Bon, les absents, globalement, c'est 8 absents, dont 6 garçons et 2 filles. Seulement, les candidats en arabe jugent l'épreuve de français trop difficile à leur niveau. Nous ne maîtrisons pas bien le français, nous sommes des arabisants. L'épreuve du français ce matin a été très difficile pour nous. Néanmoins, nous avons fait de notre mieux. Sinon, les autres candidats pensent que les épreuves ont été abordables. Les épreuves étaient abordables. On a fait ce qu'on a pu. Il faut retenir que cette année, plus de 40 000 candidats ont subi les épreuves du bac au Sénégal. Fatou Bintou Conté, la situation tendue ce matin au quotidien national Le Soleil. Les employeurs ont interdit le directeur général Cheikh Thiam d'entrer dans les locaux suite à une médiation du ministre de la Communication. Il compte bien couvrir les élections législatives, ces travailleurs du Soleil, mais ce n'est pas pour autant que la lutte va s'arrêter. Là-dessus, nous écoutons les explications du délégué du personnel. Il est interrogé par Aïssa Toupey et Younous Diatta. Nous sommes toujours debout, nous maintenons le mot d'ordre, même si aujourd'hui, à la sortie de la rencontre que nous avons eue avec le ministre de la Communication, que nous remercions au passage de nous avoir reçus, d'avoir eu la promptitude, d'être attentifs, pour écouter encore, réécouter, je dirais même nos doléances, nous allons quand même baisser la tension en attendant de couvrir la campagne électorale parce que, comme vous le savez, le Soleil a une mission de service public. Donc notre rôle, c'est d'abord de travailler pour l'ensemble des Sénégalais, de couvrir donc la campagne électorale pour que le Sénégalais puisse être au courant de ce qui se passe. Donc, nous allons évidemment, à partir du 9, couvrir la campagne électorale, aller sur le terrain, essayer de donner le maximum d'informations possibles. Mais cependant, la lutte continue. Nous continuons à revendiquer nos points qui ont été posés. Nous continuons aussi à exiger, à demander quand même qu'il y ait une alternative au Soleil. Il y a une rencontre qui doit se tenir, Inch'Allah, jeudi prochain, en présence aussi du secrétaire d'État à la communication, M. Yakham Mbaye. Et au sortir de cette rencontre, nous aviserons. HLM Grand Yoff, HLM Grand Médine, cité mixta, Parcelles Assainies, entre autres zones touchées par la pénurie d'eau. Les populations de ces quartiers ont reçu hier la visite d'une délégation du ministère de l'Hydraulique, de la SONES et la SDE. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara y étaient. Début d'après-midi ensoleillé, des équipes déployées. Sur le terrain, une délégation de la SDE, de la SONES, du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ensemble au chevet des populations. Leurs préoccupations, l'alimentation en eau potable dans la capitale. Après un tour, le constat est là, le liquide précieux est en manque dans certaines zones. Le délégué de quartier de la cité Cœur d'Amel témoigne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'eau, mais l'eau arrive à une heure très tardive. Elle vient à partir d'1h du matin pour repartir avant 8h. À la cité mixta, les populations disent plus jamais ça. Tout ce qu'on demande est qu'on ne soit plus débranchés. Maintenant, il reste la qualité douteuse de l'eau, donc ça c'est dans beaucoup de parties de Dakar. Il faudrait l'améliorer, mais là, nous pensons que ce sera fait. Mais là, tout ce que nous voulons, c'est de ne plus vivre la situation dont Mixta a vécu. Depuis 6 ans, les gens sont restés sans eau, à souffrir matin, midi et soir. Les gens ont vendu leurs appartements pour partir. D'autres ont déménagé parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. C'est vital. Donc maintenant, on est revenu à la civilisation. On a de l'eau et on espère que ça va durer. Aux Parcelles Assainies, les habitants tiennent le problème à bras le corps.
À l'unité 26, par exemple, c'est un puits qui alimente presque tout un quartier. C'est grâce au chef de quartier que nous avons pu accéder à ce puits. Et pourtant, il l'avait conçu pour sa propre consommation. Mais avec le manque d'eau qui perdure, nous venons tous les jours chez lui pour chercher le liquide précieux. Et il ne bronche même pas. Aux HLM Grand Yoff, c'est un vieux souvenir depuis presque 4 mois avec l'implantation d'un forage. La qualité de l'eau s'est améliorée et la quantité aussi s'est améliorée de manière extraordinaire. Nous qui n'avions pas accès à l'eau depuis le premier étage, on a maintenant l'eau jusqu'au 3e étage. Maintenant, ce qu'il y a à déployer, c'est au niveau de la qualité, de veiller à ce qu'on lève les impuretés et qu'on ait une eau plus potable qui soit sans couleur. D'autres zones dites dures, la cité Suprême et les HLM Grand Médine. Dans ces 2 quartiers, les notables demandent à l'autorité des moyens nécessaires pour corriger ce dysfonctionnement. Maïmouna Ndiaye, la Sénégalaise des eaux, annonce des forages pour le renforcement des réseaux. Le ministre de l'Hydraulique, de son côté, annonce de gros investissements aux parcelles assainies pour atténuer le calvaire des populations. Abdoulba et Mansour Faye, que je vous propose d'écouter. Il n'y avait pas de grosses difficultés. Mais il y a une population de Dakar, machallah, avant, il n'y avait pas de grandes difficultés. Maintenant, la population dakaroise s'est accrue. Les habitations se développent de manière exponentielle. Vous prenez le cas de Diamniadio, Rufisque et les quartiers environnants. Ils ont de forts besoins en eau. C'est ce qui explique aussi ce problème dans la distribution. Mais nous rassurons les habitants. Des solutions d'urgence vont bientôt être trouvées. Et quand il y a coupure, la reprise devient beaucoup plus difficile parce que l'eau met beaucoup de temps en réalité pour effectivement arriver au niveau des ménages. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai, nous constatons qu'il y a un léger déficit qui s'accentue en période de chaleur, mais ce déficit est en cours de résorption parce que tout simplement, nous avons des projets à court terme, des projets immédiats pour réaliser des forages dans la zone de Yongulen afin de pouvoir régler en tout cas ce déficit-là au niveau des quartiers et des unités impactées. Donc, en plus, il est prévu de faire un petit peu de renforcement des réseaux parce qu'au niveau de Dakar, en réalité, ce qu'il faut retenir, au niveau des parcelles assainies, il y a certaines localités qui présentent un réseau ou des réseaux un petit peu vétustes ou qui ont des diamètres assez faibles, assez petits. Nous allons à Kolda où les acteurs du marché aux poissons sont très remontés à cause de leurs mauvaises conditions de travail qui plombent leur principale activité et leurs revenus également. Ils réclament la construction d'un marché aux poissons à Kolda pour booster ce secteur dont la léthargie depuis quelques temps. Les précisions de notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Les acteurs du marché aux poissons de Kolda sont très remontés contre les autorités. Ils se disent laissés à eux-mêmes. Pour cela, ils ont tenu un sitting dans leur lieu de travail pour montrer leur colère et réclamer la construction d'un marché aux poissons. Notre problème, nous n'avons pas de marché au niveau de Kolda. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Marché central, toutes les régions ont un marché digne de son nom, sauf Kolda. C'est ça notre problème. Nous voulons que l'État, la mairie de Kolda, fasse un petit soutien qui nous donne un marché digne de nous. Nous n'avons pas mais marché jën la ñu soxla fu ñu mën a liggéey daal foo xamante ne bii dina fa mën a daan suñu doole ñuy liggéey la ñu soxla foo xamante ne bii ku ñëw da ngay xam ne fii. Depuis des années, ces acteurs de développement se débattent pour de meilleures conditions de travail, mais leurs doléances ne semblent pas être entendues. Les doléances, on dirait, depuis plus de 10 ans. À Kolda, depuis qu'on est là, on n'a pas de marché. On n'a pas de place idéale pour le marché de poissons. Oui. On a fait des rendez-vous avec les autorités administratives dans cette localité. La dernière fois, le préfet nous-mêmes nous a reçus avec une délégation, forte délégation. Depuis lors, le préfet nous avait dit qu'on va essayer
d'aménager le marché. Depuis lors, le marché n'a pas été aménagé. Et les pluies sont venues. Et ce qu'on craignait, le voilà. Kolda est une des rares localités du pays à ne pas abriter un marché aux poissons digne de son nom. Politique à présent, la modification de l'article L78 du Code électoral est possible du point de vue de la légalité. Toutefois, il risque de souffrir de légitimité. C'est l'avis de Moundiaï Cissé, le directeur exécutif de l'ONG 3D, estime que le dialogue doit se poursuivre étant donné qu'il n'y a pas eu de consensus total autour de la pléthore de listes. Les explications d'Ibrahim Khan et Mohamed Dian. Modification de la loi électorale. Le directeur exécutif de l'ONG 3D fait part de ses inquiétudes. Il appelle le chef de l'État à surseoir à l'examen du dit projet en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je crois que le premier acte qu'on doit poser, c'est de surseoir à cette mesure consistant à vouloir appeler l'Assemblée nationale à statuer sur cette question et donner la chance à la médiation qui est en cours pour trouver une solution paisible, une solution qui agrée le maximum de Sénégalais par rapport à cette situation-là. Suite à la rencontre de vendredi, la Sénat a proposé une modification de l'article L78 du Code électoral pour simplifier le vote devant la pléthore de bulletins. Modification jugée légale, mais qui risque de souffrir d'une légitimité. Du point de vue légal, on peut dire qu'il y a une majorité qui s'est dégagée en faveur de la modification de la loi. Mais entre légalité et légitimité, il y a tout un fossé. Bon, réunir 30 listes dont la plupart ne sont pas encore allés aux élections pour dire qu'il y a majorité et laisser en rade une dizaine de listes composées pratiquement de la frange la plus importante de l'opposition qui a déjà encore en fait ses preuves en matière électorale. Je pense qu'il y a un fossé. Donc aujourd'hui, il y a ce gap en termes de conciliation entre la légitimité de la participation de cette opposition-là et la légalité qui consiste à dire qu'il y a la majorité. On doit aller au-delà de cela. Aujourd'hui, selon Moundiaï Cissé, toutes les conditions de contestation de ces élections sont réunies, notamment le retard dans la confection et la distribution des cartes d'électeurs, le pèlerinage au lieu saint de l'islam, mais aussi l'hivernage. Par conséquent, il demande au chef de l'État d'appeler l'opposition à un dialogue sincère pour trouver solution. Pendabo se prononce sur ces nombreuses listes en lice pour les élections législatives. L'ancien ministre parle d'un fait inédit dans l'histoire du Sénégal, dans l'histoire politique du Sénégal, et l'appel au consensus pour sauver ces élections. Pendabo que je vous propose d'écouter au micro d'Ibou Diouf et Mohamed Dia. Il est évident que 47 listes, le jour du vote, manager 47 listes financièrement, c'est extrêmement difficile d'abord. Deuxièmement, c'est difficile pour le citoyen qui va voter, mais aussi pour les acteurs, parce que comment on pourra contenir en tout cas une salle de classe, 47 représentants des différentes listes et coalitions, plus les gens de l'ONEL, le bureau du vote, etc. C'est quasiment impossible. À partir du moment où c'est impossible, ou des deux choses lignes, où on veut aller vers des élections transparentes, et chacun fera une concession. On acceptera la proposition de la Sénat qui consiste à ne prendre que 5 bulletins de vote pour aller s'exprimer. Ou bien on n'est pas d'accord, et dans ce cas, si on n'est pas d'accord, si tout le monde n'est pas d'accord, il faudra revoir le contexte et ça poserait le problème tout simplement du report de ces élections législatives. Ce n'est pas parce qu'on a le protocole additionnel de la CEDEAO qu'il est impossible aux acteurs de se retrouver pour dire écoutez, nous serons d'accord sur le fait que l'électeur puisse choisir 5 bulletins. Sinon, c'est la meilleure manière de pousser l'électeur à rester chez lui. Des élections législatives dans le calme et la transparence est le souhait des membres de la société civile, de la Fondation Konrad Adenauer et des représentants de partis politiques en conclave ce matin. Ils ont appelé tous les partis prenants à respecter les règles du jeu. Compte rendu signé Ibou Diouf et Mohamed Dia. À quelques semaines des élections législatives, comment prévenir la violence post- ou préélectorale intéresse le mouvement citoyen et la Fondation Konrad Adenauer. Ces acteurs engagent la réflexion. L'objectif est de favoriser le débat
entre les différents acteurs politiques. Il faut les faire échanger pour qu'ils voient que voilà, tout le monde a sa raison d'être, a sa raison de militer. Il faut affronter ces élections dans un esprit sportif. Bon, on peut gagner comme on peut perdre, mais l'essentiel c'est de connaître les règles du jeu et c'est de les respecter. Pour qu'on ait une réflexion d'ensemble et surtout prendre des mesures préventives pour lutter contre la violence et amener les acteurs à un véritable consensus pour régler les problèmes que nous rencontrons, en tout cas les problèmes préélectoraux que nous rencontrons. Le Sénégal, dans son histoire politique, a connu des périodes de troubles. Ces acteurs soulignent qu'à chaque fois, c'est la démocratie qui en sort renforcée. Le consensus qu'on est arrivé à juguler et à dépasser, l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye, c'est par le consensus qu'on est arrivé à des moments extrêmement importants dans notre histoire politique, que ce soit même les assises nationales. Et c'est cet esprit consensuel que nous devons aujourd'hui appliquer. La paix et la stabilité du Sénégal vaut plus que les oppositions. Ces acteurs pensent que chaque citoyen doit sa partition pour un respect de la démocratie. Et la recherche de consensus, elle doit être permanente. Elle doit être permanente. Le jour du vote, on s'entend sur le fonctionnement des bureaux de vote, on s'entend sur le mode de dépouillement, on s'entend sur toutes choses. Et je crois que jusque-là, ça nous a porté bonheur et je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans ce sens-là. Ces acteurs de la société civile et la Fondation Konrad Adenauer et les représentants des différents partis politiques et coalitions poursuivent les actions pour le développement de la démocratie et l'esprit citoyen des populations. À Linguère, après la démission de l'ancien coordonnateur départemental du Parti démocratique sénégalais Habib Sy, des 19 sections réaffirment leur engagement derrière le Parti démocratique sénégalais. Les libéraux en ont profité pour annoncer le retour imminent de Maître Abdoulaye Wade. C'est une correspondance signée Moudoubaï. La fédération départementale du Parti démocratique sénégalais de Linguère a réaffirmé son engagement derrière son secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade, et le coordonnateur national, Oumar Sarr. Aujourd'hui, la salle a refusé du monde. Il y avait du monde partout, même jusque dans la rue. Ça montre que le PDS est debout et que les militants et militantes sont restés derrière le secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade, et derrière notre candidat Karim Meïssa Wade. Nous avons vu beaucoup de militants venir d'ailleurs, ou bien des gens qui avaient en tout cas laissé leurs acteurs en hibernation. Toutes ces populations sont venues en tout cas dire merci au départ de quelqu'un qu'on ne pourrait pas nommer. Le coordonnateur communal du PDS de Dara annonce le retour du pape du Sopi dans les prochains jours. Le président Wade va venir vers le 5 et le président Karim Wade va le rejoindre durant la campagne. Pour le retrait des cartes d'identité biométriques, le responsable libéral lance un appel aux populations de Linguère. Je pense que c'est important, nous avons lancé un appel à tous les militants d'aller retirer les cartes électeurs, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui dorment dans les lieux de distribution. Lors de la réunion, les leaders de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal ont mis sur pied un comité électoral pour les prochaines élections législatives du 30 juillet 2017. Et puis les Sénégalais de France s'impatientent. Les 43 000 inscrits sur les listes électorales n'ont toujours pas reçu leur carte d'électeur. Là-dessus, nous écoutons Koumba Sifal de la paire et Près-Saint-Gervais. Ils apportent des éclairages sur le retrait des cartes d'électeurs dans la capitale française. À moins de 2 mois des élections législatives, les Sénégalais de France attendent leur carte d'électeur. L'opposition dénonce. Nous allons vers des élections. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu nos cartes d'électeurs et nos cartes d'identité. Vous pensez que ça c'est sérieux? À 1 mois des élections, ici en France, en Europe, personne n'a reçu sa carte. On va voter avec quoi? Pendant ce temps, les militants de l'APR affûtent leurs armes. Installent des cellules en Ile-de-France. Les républicains de Près-Saint-Gervais apportent la réponse. Ça va venir, normalement ça devrait venir à cette semaine-là, mais la semaine prochaine, normalement ça devrait venir. Et puis là, on va travailler 24 heures sur 24 pour que les gens puissent récupérer leur carte électeur. Confiants, ils demandent aux Sénégalais de France d'aller voter en masse le 30 juillet prochain. Il ne faut pas qu'ils disent si je pars, je perds mon temps, ou bien il y a beaucoup de monde, ou bien je vais rester là-bas toute la journée. Non. Il faut aller récupérer votre carte.
Et puis, pour y aller aussi, il ne faut pas oublier les enfants, la famille, les voisins, la famille, tout le monde. Le retrait des cartes qui était prévu au mois de mai dernier inquiète beaucoup de Sénégalais à quelques jours du démarrage de la campagne électorale. C'était Ibrahima Kamara, notre correspondant dans la capitale française. Et puis le verdict du procès Modou Fall, alias Boy Guinée, attendu le 18 juillet prochain pour la défense. Il n'y a pas de débat concernant l'annulation de toutes les accusations portées contre son client. Là-dessus, nous écoutons les explications de Maître Babou, interrogé par Cheikh Tidiane Dione et Diafaraba. Disposition de l'article 101 et 105, non seulement l'acte qui viole est nul, mais ça entraîne toute la procédure ultérieure. Or, ce que nous avons dit, nous, c'est l'article 101 alinéa 5 qui sert de première comparution, qui a été violé par le doyen des juges d'instruction. Donc, si le tribunal nous donne raison, toute la procédure ultérieure, tout ce qui est reproché à Baye Modou, association de malfaiteurs, vol en réunion, évasion, tout devient nul et de nul effet. Donc, Baye Modou devra être libéré s'il n'est détenu par autre cause. Le niveau, c'est que l'instruction n'a pas été bien faite. Il y a eu précipitation. On veut juger Baye Modou sur des affaires qui sont passées au Savannah et au Lagon. Il a déjà été jugé sur ces faits en 2010, quand il était mineur. On a retrouvé le primitif. Et on ne peut pas juger aussi les affaires de Mbour à Dakar. Il faut attendre Thiès. Voilà. Et puis la prévention, meilleur moyen de dissuader les jeunes à utiliser la drogue. Pour Mam Maktargué de l'ONG Jamra, l'idée véhiculée par les narcotrafiquants est à bannir, car selon lui, les drogues dures et les drogues douces ont les mêmes effets néfastes chez les utilisateurs. Il appelle à une sensibilisation massive. Les détails dans cet élément signé Aïssa Toupaï et Mardia. Hausse de l'usage de la drogue chez les jeunes. 83%, un pourcentage énorme. Prévention, plus que de mise, déconstruction des mentalités, toutes les drogues se valent. Comme le dit le vieil adage qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Techniques de marketing des narcotrafiquants ont réussi à inculquer à un certain nombre de jeunes, en leur faisant croire notamment qu'il y avait deux types de drogues. Donc si cette information tombe dans l'oreille d'un jeune qui n'a pas un sens critique suffisamment évolué, il risque de se dire tout à fait naïvement, puisqu'il y a une catégorie considérée comme douce et l'autre catégorie considérée comme dure, ben, autant consommer les drogues issues de cette catégorie dite douce. Outre la prévention, le vice-président de l'ONG Jamra sensibilise l'État du Sénégal sur la nécessité de protéger les jeunes consommateurs. Nous en profitons pour interpeller l'État d'arrêter d'envoyer les jeunes petits consommateurs de chanvre qui ont été surpris au coin d'une rue en train de griller un joint, d'arrêter de les envoyer systématiquement en prison. Parce que c'est des victimes. Et les victimes, leur place, ce n'est pas la prison, mais à la CPA, le centre de prise en charge intégré des addictions, basé au niveau du service psychiatrique de l'hôpital Fann. Sénégal, premier pays de transit de la drogue en Afrique de l'Ouest, a noté aussi que la consommation de drogue se féminise de plus en plus. Avant la page des sports, retenez que l'invitée du journal, Madame Mariba, présidente de l'Ordre national des experts comptables et comptables agrégés, elle sera tout à l'heure avec Antoine Diouf. Basketball, la co-organisation de l'afro-basket masculin par le Sénégal et la Tunisie n'est pas encore assurée. La Fédération sénégalaise de basketball vient de déposer officiellement le cahier des charges sur la table du ministre des Sports, qui n'aura même pas le dernier mot, car il va falloir défendre le dossier devant le Premier ministre avant de donner la réponse à la FIBA. Toutefois, le président de la Fédération sénégalaise de la discipline reste confiant. Pape Faraning, Modou Diop pour plus de détails. Des incertitudes planent toujours sur la co-organisation de l'afro-basket masculin au Sénégal. C'est ce mardi que la Fédération sénégalaise de basketball a déposé officiellement le cahier de charge au ministère des Sports, malgré un délai très court. Maître Babacar Ndiaye est optimiste. Le processus suit son cours. Il y a eu des étapes qui ont été exécutées, dépassées. Maintenant, le cahier de charge a été transmis en même temps que la lettre d'attribution que le ministère n'avait pas encore reçue. Je lui ai transmis officiellement le document qui contient
toutes les clauses d'organisation du tournoi. Aujourd'hui, le ministre nous a rassurés. Il a pris le dossier en marche. Le ministre des Sports et ses services techniques, après une étude approfondie, ils vont défendre le dossier devant le Premier ministre. Les services techniques du ministère vont l'étudier sous deux angles d'abord. Le premier, c'est l'angle de l'organisation. Parce que quand un État s'engage, il s'engage à recevoir la jeunesse africaine dans d'excellentes conditions. Le deuxième angle, c'est l'angle de la participation. L'organisation d'une compétition internationale sportive au Sénégal est autorisée par le Premier ministre. Nous allons donner des arguments à M. le ministre des Sports pour qu'il puisse aller auprès du Premier ministre défendre le dossier. Concernant la capacité du Stadium Marius Ndiaye d'accueillir cette compétition, la Fédération sénégalaise de basketball tente de rassurer les amoureux de la balle orange. Pour organiser une compétition, première phase, il faut un stade pour def ñetti junni nit bu mën a pratiquer basket. Marius Ndiaye day def ñetti junni nit te Marius Ndiaye comme ni ma ko waxee bu yàggul rek organiser compétition bu nga xam ne nii compétition coupe du monde FIBA monde la. La balle est dans le camp des autorités pour accepter la co-organisation de l'Afrobasket masculin 2017 avec la Tunisie à moins de 2 mois de la compétition.